Nous sommes le 19 mars 2026 et le contexte mondial est absolument explosif. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Les États-Unis sont actuellement embourbés dans une nouvelle guerre majeure au Moyen-Orient, et cette fois-ci, c'est contre l'Iran. Et au beau milieu de ce chaos géopolitique, il y a une véritable onde de choc qui vient de frapper Washington. Une onde de choc monumentale, en fait. Voilà, l'homme en charge de protéger l'Amérique contre le terrorisme vient tout simplement de claquer la porte. Joe Kent, le directeur du Centre national antiterroriste américain, le fameux NCTC, il a démissionné avec fracas. C'est un événement sismique dans le monde du renseignement. D'habitude, une évaluation de sécurité nationale, c'est censé apporter de la clarté. Exactement. C'est la métaphore de la radiographie médicale qu'on utilise souvent en analyse stratégique. On s'attend à ce que le renseignement fonctionne comme un rayon X. On a un problème, on passe la radio, la ligne de fracture est bien nette, et on sait exactement où intervenir. C'est binaire, quoi. Cassé ou pas cassé. Tout à fait. Mais la démission de Joe Kent nous montre que cette machine est en panne. À la place d'une image claire, on a un brouillard total. Et pour tenter de dissiper ce brouillard, notre exploration d'aujourd'hui repose sur 2 documents exceptionnels. Premièrement, on a la transcription intégrale d'une interview fleuve que Joe Kent vient d'accorder à Tucker Carlson juste après son départ. Un timing très serré. Très serré, ouais. Et deuxièmement, on a des notes stratégiques fascinantes. Des notes que nous avons fait traduire de l'arabe et qui détaillent le plan de sortie de crise proposé par Kent en interne. D'accord. Notre mission aujourd'hui, à travers cette plongée au cœur des sources, c'est de comprendre comment cette guerre a réellement commencé, quelles sont ses conséquences invisibles et comment, selon les notes de Kent, elle pourrait se terminer. Mais il y a une chose primordiale à établir avant de commencer. Je t'écoute. Il est crucial de préciser que notre rôle aujourd'hui n'est pas de valider, ni de réfuter, ni d'endosser ces affirmations politiques. Ce sont des allégations qui sont extrêmement polarisantes. Très polarisante, oui. Notre objectif, c'est uniquement de décortiquer impartialement les arguments avancés dans ces documents pour comprendre la vision d'un acteur central de cette crise. On rapporte les propos, on ne prend aucun parti. C'est très clair et c'est important de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Bon, décortiquons tout ça. Parce que pour saisir le poids de cette démission, il faut comprendre le profil de Joe Kent. Ce n'est pas absolument pas un bureaucrate qui a fait carrière dans les salons de Washington, quoi. Non, loin de là. On parle de quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée à 18 ans, il a accumulé 11 déploiements au combat, il a passé 5 années entières sur le terrain en Irak, il a littéralement passé sa jeunesse à traquer et combattre les milices affiliées à l'Iran. C'est ça. Donc ce n'est pas un pacifiste naïf et il n'a aucune sympathie idéologique pour le régime iranien. Et c'est justement ce paradoxe qui rend sa rupture si intéressante. Quand un faucon militaire démissionne en pleine guerre, parce qu'il s'oppose à cette même guerre, il faut s'intéresser à la justification initiale du conflit. Logique. Et le cœur de l'argument de Joe Kent repose sur l'absence de ce que le droit international appelle une menace imminente. Alors, c'est là que j'ai besoin d'une clarification. L'argument principal présenté au public, c'était que l'Iran était sur le point d'obtenir l'arme nucléaire. Nos sources disent-elles que c'était faux ? Selon les documents de Kent, oui. C'était factuellement faux du point de vue du renseignement américain au moment de la décision. Ah ouais, carrément ? Kent rappelle que l'Iran a émis une fatwa religieuse officielle contre le développement de l'arme nucléaire, dès 2004. Mais bon, au-delà de la religion, c'est surtout une question de pragmatisme géopolitique. C'est-à-dire ? Les dirigeants iraniens ont vu ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi en Libye, quand il a démantelé son programme nucléaire. Ils ont vu le sort de Saddam Hussein. Leur stratégie, c'était donc d'avoir la capacité d'enrichir l'uranium pour être au seuil nucléaire. Pour dissuader une invasion. Exactement, pour la dissuasion, mais sans franchir la ligne de la fabrication de la bombe. Et surtout, aucune note de renseignement interne n'indiquait qu'ils étaient en train de violer cette limite. Ce qui nous amène à un aveu assez incroyable mentionné dans les sources. Joe Kent fait référence à une déclaration très précise du secrétaire d'État Marco Rubio. Et cette déclaration, elle change complètement la définition de la menace. Oui, le glissement est subtil, mais majeur. L'administration ne disait pas que l'Iran allait attaquer les États-Unis de nulle part. La véritable menace qui justifiait la guerre, c'était que l'Iran allait riposter à une frappe préventive lancée par Israël. Le mécanisme de déclenchement est fondamental ici. L'imminence de la menace ne venait pas d'une agression de l'ennemi. Elle venait d'une action anticipée d'un allié. C'est fou quand on y pense. C'est un peu comme déclencher l'alarme incendie, non pas parce qu'elle feu chez soi, mais parce que son voisin a prévenu qu'il allait jeter une allumette dans la cour d'en face et qu'on a peur des étincelles. C'est une excellente analogie. Mais alors qu'est-ce que tout cela signifie sur la chaîne de commandement d'une superpuissance ?
Ce qui est fascinant ici, c'est l'inversion des rôles. Normalement, la nation qui fournit l'équipement militaire et le parapluie diplomatique dicte le calendrier. C'est le patron, quoi. Voilà. Mais selon Kent, ce sont les Alliés qui ont fixé l'agenda militaire américain. L'armée américaine a été forcée d'entrer dans un conflit de manière purement réactive pour gérer les conséquences d'une frappe qu'elle n'avait pas initiée. D'accord, mais une question me brûle les lèvres. Si les propres agences de renseignement américaines disaient en interne qu'il n'y avait pas de menace nucléaire imminente, comment le président a-t-il pu être convaincu de donner son feu vert pour une guerre? Quelqu'un a bien dû lui présenter des preuves contraires. C'est là qu'intervient ce que Kent décrit comme un glissement sémantique stratégique. La ligne rouge historique des États-Unis a toujours été « l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire ». Ce qui laisse de la place pour la diplomatie. Exactement. Et pour les inspections civiles. Mais soudainement, selon Kent, cette politique est passée de pas d'armes nucléaires à pas d'enrichissement du tout, même à des fins civiles. Mais comment on fait avaler ce changement de doctrine si les analystes du renseignement s'y opposent? Comment on contourne les filtres de sécurité d'une superpuissance? Par la compartimentation. Kent affirme que les responsables israéliens contournaient les canaux officiels du renseignement. Ils n'allaient pas voir les agences où l'information aurait été analysée et critiquée, ils allaient directement voir les décideurs politiques. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez un peu, c'est comme un conseil d'administration qui ignore totalement ses propres auditeurs financiers internes. Qui coûtent des milliards d'ailleurs. Qui coûtent des milliards, ouais. Pour écouter aveuglement un consultant externe qui a des intérêts financiers dans la faillite de l'entreprise. C'est dingue. Et pour que ça marche, Kent mentionne la création d'un écosystème de chambres d'écho. Des think tanks comme le FTD, des journaux comme le Wall Street Journal, des commentateurs comme Mark Levine. Le but, c'est de laver l'information. Exactement. Le blanchissement d'informations. Une allégation non vérifiée et publiée, reprise en boucle, et ça crée une pression médiatique qui valide une politique étrangère voulue par un acteur externe. Ken souligne d'ailleurs l'absence totale de débats internes vigoureux avant cette guerre, contrairement à ce qui s'était passé lors de la guerre des 12 jours. Ah oui, l'opération Midnight Hammer. Là, il y avait eu des analyses contradictoires. Voilà. Alors qu'ici, la décision semblait déjà prise. Et une fois que la guerre est déclenchée sur ces bases, on se rend compte que les objectifs divergent complètement. L'objectif déclaré des USA, c'est d'empêcher l'obtention de l'arme nucléaire. L'objectif d'Israël, selon les sources, c'est le changement de régime et le chaos permanent en Iran. Et c'est un piège stratégique parce qu'il n'y a aucun plan pour le jour d'après. L'élimination des figures modérées en Iran, ça ne fait que renforcer l'aile dure des gardiens de la Révolution, l'IRGC. C'est le syndrome du magasin de porcelaine. On casse tout, mais personne n'a apporté de balai. C'est tout à fait ça. Et pendant que deux camps se battent pour la caisse enregistreuse, un troisième acteur repart discrètement avec le coffre-fort. Ce troisième acteur, si on en croit les notes traduites, c'est la Chine, n'est-ce pas ? Absolument. Si l'on relie cela à une vision plus globale, le grand gagnant de ce bourbier, c'est Pékin. Si la Chine intervient pour rétablir la paix et rouvrir le détroit d'Ormuz, par où passe tout le pétrole? Voilà, elle devient de facto la puissance hégémonique du Golfe Persique. Pendant ce temps, les États-Unis s'épuisent économiquement et militairement au Moyen-Orient, laissant la région du Pacifique sans défense. Une bascule totale de l'ordre mondial. Mais le pire, c'est que les conséquences ne s'arrêtent pas là. Elles frappent directement le sol américain, et de manière très sombre. Oui, on aborde la question de la sécurité intérieure, le fameux retour de flamme ou blowback. Qu'est-ce que Kent dit exactement là-dessus? Kent estime qu'avec des frontières ouvertes pendant 4 ans, il y a près de 18 000 terroristes présumés sur le sol américain. Et le risque majeur, selon lui, ce ne sont pas forcément de grandes cellules organisées. Ce sont les loups solitaires, oui. Exactement. La propagande de guerre omniprésente risque de radicaliser instantanément des individus isolés en interne. Et ça nous amène à la partie la plus explosive de nos sources, l'assassinat de Charlie Kirk. Pour resituer, Charlie Kirk était un proche conseiller du président, farouchement opposé à cette guerre avec l'Iran. Il a été assassiné publiquement. En événement tragique. Et le NCTC, l'agence de Kent, a commencé à enquêter. Ils avaient des pistes sur une implication étrangère. Des gens avaient une connaissance du complot en ligne avant les faits. Oui, des traces numériques évidentes. Mais là, l'obstruction commence. Le FBI et le département de la justice ont activement bloqué l'enquête du NCTC. Leur prétexte, c'était une affaire de l'État de l'Utah, avec un tireur isolé. Un slam dunk case, comme on dit. C'est sidérant. C'est absolument sidérant.
C'est comme refuser des pompiers supplémentaires alors que la maison est en feu, sous prétexte qu'ils ne sont pas de la bonne caserne. Comment justifier qu'une agence de renseignement refuse d'accumuler plus d'informations sur l'assassinat d'une figure politique majeure? Cela soulève une question très importante sur la censure et l'intimidation institutionnelle. Kent met ça en perspective avec d'autres failles de sécurité du président. Oui, Butler, Thomas Crooks, Code Pink. Et même des rumeurs d'appareils de suivi israéliens sur les véhicules du secret de service. Selon Kent, le but de ce système bureaucratique n'est plus de trouver la vérité, c'est de déformer la perception du public. De traiter de complotistes ceux qui posent de simples questions. Exactement. Il compare ça à la non-déclassification des archives JFK de 1963. Et il évoque aussi la répression des critiques militaires. Le colonel Stu Scheller, c'est ça, hein? Oui, qui a fini en prison pour avoir dit la vérité sur le retrait d'Afghanistan. Kent y voit la répétition de la dynamique du général Westmoreland contre le journaliste Walter Cronkite pendant la guerre du Vietnam. On détruit ceux qui disent la vérité. Bon, face à ce désastre potentiel à la fois national et international, y a-t-il une solution réaliste? Ou est-il déjà trop tard? Que disent les notes stratégiques traduites de l'arabe? Ces notes détaillent le plan de sauvetage proposé par Kent. La première étape, c'est que le président doit utiliser son pouvoir pour forcer Israël à stopper les offensives, Comment? en menaçant de retirer tous les systèmes de défense américains de la région. C'est un ultimatum brutal. Ah oui, très direct. Ensuite, il faut utiliser les alliés du Golfe, comme les Émirats, le Qatar, Oman, l'Arabie saoudite, pour faire de la diplomatie avec l'Iran. Et c'est là qu'arrive le coup de maître économique de ce plan. Le pétrodollar. Oui, négocier directement avec l'Iran pour reconstruire leur secteur énergétique et lever certaines sanctions, mais à une condition absolue. Que toutes les transactions pétrolières se fassent en dollars américains. Et surtout pas en yuan chinois. C'est ça. C'est la clé de voûte. C'est un peu comme confisquer la carte de crédit d'un ami acheteur compulsif pour le forcer à s'asseoir à la table des négociations. Mais franchement, est-ce vraiment réaliste d'imposer cela à un allié de si longue date, du jour au lendemain? Kent est lucide là-dessus. Il souligne que seul le président actuel possède ce qu'il appelle la capacité surhumaine, le willpower pour forcer ce genre d'ultimatum. Selon lui, c'est la seule chose qui sauverait l'économie américaine de l'effondrement et maintiendrait l'influence des USA dans le monde. C'est vertigineux. Si on synthétise cette analyse, on a parcouru les mécanismes invisibles qui mènent à la guerre. On a vu la manipulation de l'information, le contournement du renseignement, les coulisses sombres de la sécurité intérieure, pour finir sur cette stratégie géopolitique autour du pétrodollar. Et pour ceux qui nous écoutent, on pourrait se dire, au fond, pourquoi s'en soucier? Oui, pourquoi s'intéresser à ces manigances de Washington? Parce que les décisions prises dans ces pièces fermées, elles se traduisent très concrètement dans le quotidien. C'est l'inflation au supermarché, le prix exorbitant à la pompe et la sécurité dans les rues face aux menaces terroristes. Tout est lié. Et sur la base exclusive de ces sources, il y a une ultime réflexion qui s'impose à la fin de cette plongée au cœur des documents. Si un appareil de renseignement et de sécurité nationale qui est financé par les citoyens est théoriquement conçu pour protéger une nation, que devient la démocratie lorsque cet appareil se transforme en une boîte noire impénétrable? C'est la grande question. Une boîte noire capable de bloquer ses propres enquêtes et d'isoler les dirigeants élus des réalités du terrain. C'est une pensée qu'on laisse à ceux qui nous écoutent. Absolument. C'est tout le paradoxe de ces institutions. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.